Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Ravi de vous retrouver en cette toute première émission de la rentrée. Une nouvelle saison qui s'annonce riche et l'émission du jour va vous le prouver une fois de plus. Mon invité, après des études de droit, a décidé de devenir journaliste. Mai 68 était passé par là. Il devient grand reporter pour le journal Sud-Ouest. Il devient reporter de guerre très longtemps pour le journal Le Monde. Il rafle au passage un prix Albert Londres en 72 avant de rejoindre le Nouvel Observateur. Et puis un jour, il quitte ce monde du journalisme, devient éditeur aux éditions du Seuil, où il va rencontrer des grands penseurs, des grands savants qui vont façonner sa propre pensée et l'aider à avancer. Quelques livres, quelques essais vont en sortir. Aujourd'hui, il est éditeur aux arènes. Il revient avec un tout nouveau livre, Je n'ai plus peur. Croyez-moi, on va en parler. Jean-Claude Guilbault, bonjour. Bonjour. Et merci d'inaugurer cette nouvelle saison. Merci à vous. On est drôlement content de vous recevoir. Vous êtes venu dans VIP en 2009. Oui. Le livre, j'en parle parce qu'il fait vraiment écho à ce livre-là, s'appelait « Comment je suis redevenu chrétien ». Oui, en effet. Voilà, on avait eu toute une conversation. Comment je n'ai pas eu peur, finalement, de redevenir chrétien. Vous expliquez que c'est un cheminement plutôt intellectuel. Et je me souviens très bien, vous aviez dit, j'ai passé 3 cercles. Il y a plusieurs cercles pour redevenir chrétien. J'ai passé 3 cercles. Je ne suis pas encore devenu pieux, mais j'y arrive. Et on est 5 ans plus tard, vous en êtes où ? Non, j'en suis. Je crois que j'ai avancé. En tout cas, j'ai avancé dans la joie. Ah. Je suis redevenu chrétien et j'ai pris de plus en plus conscience que on ne pouvait pas être un chrétien triste. Ça n'existait pas. Et je suis un jour tombé sur une phrase de Bernanos, que j'admire, etc., et qui dit « Un chrétien triste est un imposteur ». Alors avec la violence de Bernanos, évidemment, dans son esprit, c'était sans aucune méchanceté, mais c'est tout simplement le fait que si on est chrétien, ça veut dire qu'on est porteur d'une bonne nouvelle, déjà, à annoncer aux autres. Quand dans la vie vous êtes porteur d'une bonne nouvelle, ça ne vous donne pas envie d'être triste. Et donc, quelquefois, c'est vrai, je vois autour de moi des amis que j'aime beaucoup et tout ça, mais qui ont une espèce comme ça de tristesse, ils sont, disons, ils donnent l'impression, pardonnez-moi l'expression un peu familière, d'être un peu coincés. Et ça me paraît tellement loin du christianisme, de l'esprit d'enfance, de la joie, de l'appétit de vivre. Alors je crois que j'ai fait quelques progrès, j'espère en tout cas, vers la joie qui n'est pas au fond si éloignée de ça, de la prière. Alors regardez, nous sommes accompagnés sur ce plateau, c'est assez rare pour que je le signale, par un très beau visage de femme, une sculpture. C'est l'œuvre d'un sculpteur qui va nous rejoindre en deuxième partie d'émission qui s'appelle Gilles Martinez. Il était fleuriste, il s'est découvert sculpteur en visitant le Louvre. Vous allez voir que l'histoire est assez incroyable. Mais voilà, cette dame ou cette demoiselle va nous accompagner. C'est pas mal comme compagnie. Écoutez, non seulement je la trouve magnifique, mais il se trouve que comme j'ai été sur le site de Gilles Martinez, regarder ses sculptures, quand je savais que j'allais le rencontrer, j'ai été frappé du fait que dans ces sculptures, il y a ce même visage de femme, mais avec les yeux baissés, et c'est, pardonnez-moi, c'est exactement le visage d'Anne de Bretagne, tel qu'il est représenté dans un buste au château de Nantes, et tout d'un coup, j'ai été frappé par comment vous expliquer, le côté apaisé de cette structure, de cette sculpture, le côté au fond, voilà, ça me parle. Voilà. Il y a une espèce de paix douce, et ça m'avait frappé en contemplant le visage d'Anne de Bretagne. C'est presque le sosie de cette femme. Voilà. Alors, ce qu'il ne sait pas du tout, en l'occurrence, on aura l'occasion d'en parler avec lui en deuxième partie d'émission. Alors forcément, avant même que j'ouvre votre livre, Je n'ai plus peur, ça fait évidemment écho, je dis évidemment, mais ça ne se trouve pas pour vous. Moi, tout de suite, j'ai entendu le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II. Vous y avez pensé ? Non. Pour vous dire la vérité, je me suis rendu compte après que ça pouvait laisser croire que je faisais une réponse, etc. Non. Dans un livre précédent, j'avais parlé du « Je n'ai plus peur » du pape. C'est justement, quand même, c'est quand même un peu lié, comment vous expliquer. Je parle souvent dans mes livres de l'espérance. Je suis très attaché à cette idée d'espérance, qui est une idée joyeuse, comme vous le savez. Oui, mais alors, on va la redéfinir un peu, parce que l'espérance, c'est pas très à la mode, ça fait un peu cucu, même on pourrait nous dire un peu cucu-cato. Enfin, il y a des fois, il y a des gens qui comprennent pas très bien de quoi on parle. Je vais être plus précis. D'abord, on a tort de penser que l'espérance est un concept religieux. Ça n'appartient pas aux chrétiens, l'espérance. Même si, en effet, je vous donne un exemple, le plus beau livre sur l'espérance, qui s'appelle Le Principe Espérance, qui est un énorme livre de 600 pages, a été écrit par Ernst Bloch, qui était un marxiste. Alors un marxiste critique, dissident. Moi, j'ai eu la chance au Seuil d'avoir comme auteur et comme ami Edgar Morin,
qui en tout cas n'est pas chrétien. Il se dit même athée, il est d'origine juive, mais il se dit marane ou athée. Et Edgar me répétait toujours la même phrase, Jean-Claude, il faut que nous soyons des redresseurs d'espérance. Autrement dit, on aurait bien tort de penser que le mot espérance renvoie immédiatement à une confession, au christianisme, etc. Non, c'est un très beau mot, espérance. C'est simplement l'idée que nous pouvons agir sur le monde qui vient. Que nous ne sommes pas comme des... On n'est pas voué à la fatalité, au destin, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a ce grand historien et ce grand sociologue Max Weber du début du XXe siècle qui emploie une expression que j'avais reprise pour un autre livre qui s'appelle « Le goût de l'avenir ». Le goût de l'avenir, c'est ça, c'est-à-dire la conviction que le monde qui vient ne sera pas le produit du hasard, de la technoscience, de tout ce qu'on veut, mais de notre volonté. Dans mon esprit, l'espérance, c'est ça. Alors, Le goût de l'avenir, c'était le premier livre de vous que j'avais lu, donc ça commence à remonter. On sait que ce combat n'est pas nouveau, mais il faut quand même reconnaître, Jean-Claude Guilbault, qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de pessimisme ambiant, très bien relayé par les médias, de cynisme très tendance, de dérision à tout craint, quelque chose de toxique qui empoisonne. Et on voit que tel Sisyphe, vous êtes en train, vous, de rouler votre rocher de l'espérance. On se dit, mais est-ce qu'il arrivera un jour en haut de la montagne? Vous n'êtes pas tout seul. Comment vous dire? C'est vrai que je suis éditeur, je travaille maintenant depuis plus de 30 ans dans un petit village qui s'appelle Saint-Germain-des-Prés. Et c'est vrai qu'à Saint-Germain-des-Prés, l'espérance, c'est pas à la mode. Quand vous parlez d'espérance, on vous prend pour un demeuré mental. Mais moi, j'adore ce genre de provocation. Je m'en fiche. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme quand j'avais fait ce petit livre « Comment je suis redevenu chrétien ». Je me souviens que j'avais reçu pas mal de confrères qui, très gentiment, venaient m'interviewer. Et la première question était toujours la même. C'était une question un peu ridicule, pardonnez-moi. Jean-Claude Guilbault, comment vous avez eu le courage de dire que vous êtes redevenu chrétien? Ça voulait dire que dans le petit monde comme ça de l'édition, du journalisme, c'était beaucoup plus courageux de dire qu'on est chrétien que de dire que je sais pas quoi, qu'on est pédophile ou qu'on est adepte des soirées échangistes, etc., qu'on est accro, addict à la sexualité. Non. Ça, on peut le dire, c'est très à la mode de le dire, mais dire je suis chrétien, c'est vraiment une transgression formidable. Et moi, ça me réjouissait. J'ai adoré ça. Je fais une association directe avec Saint-Germain-des-Prés, parce qu'il y a un passage dans votre livre que j'ai adoré. C'est anecdotique et puis peut-être pas tant que ça. On a eu ici la grande chance d'avoir Alexandre Jolien, ce philosophe suisse. Dont j'ai été l'éditeur et qui a été une grande rencontre pour moi. Et donc, il fait l'éloge de la faiblesse, et moi, dont les livres m'ont largement nourri. Donc, merci de l'avoir édité. Et cet homme incroyable, vous l'invitez, vous, à déjeuner à Saint-Germain-des-Prés, sans réaliser une seconde qu'Alexandre, à l'époque, il ne pouvait pas manger tout seul, il ne pouvait pas boire tout seul. Aujourd'hui, il est beaucoup plus autonome physiquement. Mais il a fallu, devant tous vos collègues et tout ça, lui donner la béquille, lui donner à boire. Enfin, c'est un épisode formidable que vous racontez. C'était un moment formidable et je dois à Alexandre d'avoir été capable de m'insuffler l'humour suffisant pour qu'on transforme ce truc étrange. Et vous imaginez, vous arrivez dans un resto où il y a tous les éditeurs du quartier, de chez Gallimard et tout ça, avec leurs auteurs. C'est un petit restaurant de la rue Saint-Benoît. Vous vous asseyez, le patron vous connaît, il vous dit bonjour, etc. Puis tout d'un coup, tous vos confrères sont autour et vous vous rendez compte que votre interlocuteur, votre auteur, il faut que vous allez lui donner la béquille tout au long du repas. À la cuillère comme un petit enfant. Maintenant, Alexandre est capable de manger tout seul, pas toujours de manière très commode. Et tout d'un coup, je me suis trouvé dans une situation un peu bizarre. En porte-à-faux, tous les regards convergeaient vers nous. Et au fond, je ne sais pas comment, Alexandre m'a communiqué sa force et son humour. Il a beaucoup d'autodérision. Et puis, il a beaucoup de sens de l'humour et de force. Ce qui fait que ce rite, parce qu'on a recommencé l'exercice, on allait au même restaurant et je donnais la béquille à Alexandre en riant et en étant heureux et de manière complètement détendue. C'est une grande leçon que j'ai prise, vraiment, de sa part. Et c'est quelqu'un qui vous a initié aussi, justement, vous avez fait tout un chapitre sur l'éloge de la faiblesse, comme quoi la faiblesse est une force majeure, mais encore faut-il l'accepter. Et ça, c'est pas très à la mode non plus. Oui, du coup, j'ai fait un chapitre qui s'appelle « J'ai appris la force des faibles ». Et j'ai pris cette leçon-là, parce que Alexandre est un exemple, j'en cite un autre. J'ai souvent dans ma vie, j'ai eu cette chance de prendre des leçons auprès de gens qu'on considère comme faibles, comme désarmés, comme démunis, et qui en réalité seraient capables de nous donner constamment des leçons d'espérance et de force, et de détermination, et de courage. Donc, quand on a bien compris cela, on arrête de s'apitoyer sur soi-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Votre livre, Jean-Claude Guilbault, vous l'ouvrez avec une
phrase de Friedrich Hölderlin, je ne suis pas très bonne en prononciation germanique, que l'homme tienne ce que l'enfant a promis. C'est magnifique. Ah, c'est sublime. C'est magnifique. Vous avez l'impression, en tant qu'homme, d'avoir tenu les promesses de l'enfant que... C'est très, alors je vais vous dire, c'est très bernanosien, cette phrase, puisque Bernanos a écrit des passages de ses livres qui disent un peu la même chose. J'attends le jour où, à la fin de ma vie, je serai capable de rassembler que l'enfant que je fus rassemble ses troupes, il rassemble les étapes de ma vie pour entrer ensemble dans la maison du Père. Donc cette idée d'être fidèle à l'esprit d'enfance, le pape François, dans sa longue interview qu'il a donnée à la revue des Jésuites, aux études, il fait allusion à cela. Il fait allusion à la fidélité que l'on doit à son enfance. Et je pense en effet que l'esprit d'enfance, le fait de ne pas être habitué, le fait d'être exigeant, le fait de ne pas transiger avec l'essentiel et que le reste, voilà, on y accorde moins d'importance, ça je crois que c'est au cœur même du christianisme et j'y suis en effet très attaché. C'est pour ça que cette phrase de Lerline, je la trouve superbe. Alors je trouve ça très très fort, moi, d'aller au fond de ses peurs pour les fouiller, pour après ensuite... quelque part s'en débarrasser ou s'en faire des amis. Vous, il y a une de vos peurs qui arrive très tôt, qui est liée à votre enfance. Vous dites, j'avais une vérité en plus, c'est lié à l'Algérie. Il y a tout un passage sur l'Algérie qui est très émouvant, où vous avez dû dealer, faire avec deux parents très différents, deux façons de voir l'Algérie très différentes, et ça marque une enfance. Ça aussi. Oui, je vais vous dire, c'est aussi le hasard, mais je me suis rendu compte que cet épisode, qui a été une longue blessure dans mon enfance, ça m'a configuré intérieurement. J'explique de façon très simple. Je suis un enfant bâtard. Mon père était militaire, colonel, charentais. Il était colonel puis général. Et il avait épousé en Algérie ma mère, qui était, elle, une jeune Algéroise, pied noir. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents maternels étaient venus en Algérie après la défaite de Sedan. C'était des Alsaciens-Lorrains qu'on avait envoyés là-bas. Et donc, comme je suis un enfant de vieux, pardonnez-moi, mon père m'a fait, il avait 54 ans. Je suis né à Alger, mais quand on a quitté l'Algérie, mon père a pris sa retraite, j'avais 3 ans. Donc aucun souvenir. Aucun souvenir, sauf que j'ai vécu la tragédie d'Algérie depuis Angoulême, qui était le pays de mon père, la Charente. Et quand la guerre d'Algérie a commencé, comme vous savez, en 1954, j'avais 10 ans, je suis né en 1944. Et quand elle s'est achevée en 62, c'était 18 ans, c'était l'année de mon bac, très bien. Mais j'ai vécu toutes ces années-là, une longue brouille, un éloignement de mes parents, parce que ma mère était plutôt Algérie française, voire même assez complaisante pour l'OS, pour aller jusqu'au bout de ce que je pense, tandis que mon père était gaulliste. Mon père avait une correspondance avec De Gaulle, etc. Et évidemment, il suivait le général De Gaulle, ce qui fait que mes parents se sont séparés, définitivement, en 1956, quand j'avais 12 ans, quoi. Et du coup, toute mon enfance, j'ai été partagé entre la vérité de ma mère et la vérité de mon père. Et vous vous rendez compte, quand vous êtes enfant, vous vous apercevez que ça n'est pas vrai que tous les pieds noirs soient des salopards, soient des colons, etc. C'est absurde. Et en même temps, vous êtes assez proche de votre père pour savoir que c'est une folie de vouloir garder l'Algérie. Donc vous êtes partagé entre les deux. Entre deux loyautés, finalement. Entre deux loyautés et deux vérités, quoi. Et ça... Alors, c'est vrai que je suis resté 65 ans sans vouloir retourner en Algérie. Vous refusiez quand le monde voulait vous envoyer couvrir l'Algérie. À chaque fois, c'était trop douloureux. C'était trop douloureux. Et un jour, vous y retournez. Voilà. Je voulais arracher de ma tête cette moitié de l'Algérie. C'était un symbole de souffrance pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est incroyable d'y retourner, de se sentir à la maison quand vous y retournez. Et j'y suis retourné. Et vous voyez, le fait même d'en parler, j'ai presque les larmes aux yeux qui me viennent. Mais d'abord, j'ai été accueilli avec une chaleur, avec une amitié par les Algériens, à qui je racontais mon histoire. Je leur disais, mais ma mère était pour l'OS et mon père était... Donc on est parti, mais ça fait rien, tu es ici chez toi et tout ça. J'y suis retourné 3 fois en 3 ans, maintenant, j'y vais chaque année. Et c'est vrai que je me rends compte maintenant avec le recul et en écrivant ce livre, que cette souffrance, ça explique l'allergie qui est en moi. Je suis définitivement allergique au dogmatisme. Je ne supporte pas les dogmatismes. Je ne supporte pas l'intolérance. Je ne supporte pas les gens qui pensent qu'ils ont raison sur tout. Je ne supporte pas les gens qui voient le monde en blanc et en noir. Vous comprenez? J'ai chevillé en moi, ancré en moi, à cause de l'Algérie,
cette allergie qui, au fond, m'a été très utile. Et je pense que tous les livres que j'ai écrits depuis, vous voyez, viennent de là. Ils sont tous inspirés par cette idée, quoi. Alors, viennent de là et d'une brisure dont vous refusez de parler dans le livre, donc je me doute très bien que vous n'en parlerez pas sur ce plateau à 19 ans. Quelque chose s'est passé, on ne sait pas quoi, et vous ne voulez pas en parler, ça on le respecte complètement. Mais en tout cas, cette brisure à 19 ans a posé aussi quelque chose dans votre vie, puisque vous avez compris à ce moment-là, en écoutant ce que vous ne faisiez jamais de la musique classique, et vous êtes tombé sur Rameau, dont on célèbre d'ailleurs l'anniversaire, c'est les combien je ne sais plus, les 500 ans de sa mort, quelque chose comme ça. En écoutant du Rameau pour la première fois de votre vie, Rameau, et donc la beauté, quelque part, au-delà de la Rameau, vous a relevé de cet énorme événement qui vous a cassé à ce moment-là. Il m'arrivait en effet un truc qui a changé ma vie. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails vis-à-vis de mes proches. J'ai voulu m'interdire. C'est pas très important qu'on le sache. J'étais tout d'un coup, j'avais 18 ans, 19 ans, j'étais anéanti, littéralement. Et j'ai voulu tout de suite me confier à ma mère qui m'a ouvert la porte et qui était en train de faire un bridge. Elle avait autre chose à faire. Elle n'était pas très disponible. Il m'a dit, bon, on en parlera ce soir et tout ça. Et du coup, vous savez, quelquefois, c'est maintenant. Je ne lui en veux pas, mais c'était maintenant qu'il fallait qu'elle plaque tout. Elle ne s'est pas rendue compte de ça. Et je me suis effondré sur mon lit. Tout d'un coup, voilà, j'étais sur le point de continuer mes études à l'université. Et puis, ma vie changeait complètement. Et je me suis effondré en larmes. Et j'ai eu le réflexe, comme on faisait souvent à l'époque, on mettait son transistor sous l'oreiller. Vous savez, donc je me suis mis j'ai allumé le transistor. Et tout d'un coup, j'ai entendu, je m'en souviens comme si c'était hier, une suite en la mineur de Jean-Philippe Rameau au clavecin. Vous auriez pu tomber sur Johnny Hallyday, Salut les copains. J'en sais rien, mais ça parce que j'étais pas très mélomane. J'aimais la musique, mais... Et tout d'un coup, je sais pas, j'étais dans un état de sensibilité. Je me suis tout d'un coup, j'ai eu l'impression de pénétrer dans chaque note et tout ça. Ça m'a bouleversé. Et dans ma tête, de manière un peu enfantine, je me suis dit, mais tant que ça existe, ça dans le monde, le reste n'a pas d'importance. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir fait en quelques minutes le chemin que vous avez fait ensuite en toute une vie, c'est-à-dire vous avez vu des choses très très dures en suivant les conflits, notamment pour le journal Le Monde, vraiment des choses très très dures que vous racontez, puis cette espèce de truc bizarre où à la fois on est dans des conflits, on voit des choses horribles, puis il y a une sorte de jouissance à voir tout ça, voilà, et que finalement au fur et à mesure de vos écrits, de vos essais et de votre réflexion, et on arrive à aujourd'hui sur ce plateau de KTO, avec, on dit la beauté sauvera le monde, l'espérance sauvera le monde, d'avoir fait, voilà, ce parcours de quelques minutes, de l'avoir reproduit tout au long de votre vie. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je m'en souviens. Oui. J'ai maintenant 70 ans, vous vous rendez compte, et j'avais 19 ans, j'avais à peine 19 ans, j'avais 18 ans et demi, et je me souviens de ce moment-là, mais de chaque seconde de ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, vous avez raison, à quel point il a insufflé en moi une espèce de tranquillité. Ces choses-là existent. Vous savez, je crois que c'est Proust qui a dit « Le monde est un peu plus habitable depuis que Mozart y a séjourné. » Et je me suis dit, mais comme ces choses existent, le reste n'est pas très grave. Ce qui peut t'arriver à toi, bon, très bien, mais tu auras toujours la possibilité de t'accrocher à la beauté autour de toi, quoi. La beauté te soutiendra, et dans mon esprit, la beauté, ça veut dire l'espérance, quoi. La beauté, tout simplement la beauté. Et je me suis rendu compte après que c'était une phrase du prince Mychkine dans les frères Karamazov, la beauté sauvera le monde. Et je suis en effet convaincu que la beauté sauvera le monde, oui. Elle la sauve. Vous, ça a été votre parcours. Vous avez une demi-sœur aînée qu'on a eu un autre de parcours, dont on découvre qu'elle est petite sœur du père de Foucault. Oui. Ça aussi, c'est un choix qui se pose là. C'est quelque chose qui a dû vous faire réfléchir, et je ne sais pas si... J'ai gardé des liens tout le temps, même quand je m'étais moins éloigné du christianisme, avec ma sœur Aliette, qui est une demi-sœur en fait. C'est une sœur d'un premier mariage de ma mère, qui est plus âgée que moi, qui approche les 85 ans maintenant. J'ai toujours gardé des liens avec elle. On s'est écrit quand j'étais étudiant et tout ça. J'étais loin du christianisme, et j'ai toujours eu une longue correspondance avec elle. Et je suis d'ailleurs content de parler d'elle en ce moment, parce qu'elle est en train de mourir de la maladie de Parkinson, à Aix-en-Provence. Et si quelqu'un de son entourage m'entend, je vais la voir chaque fois que je peux. Et je suis... Voilà, elle a compté dans ma vie. On parle d'espérance. Vous avez amplement aidé à mettre en œuvre Reporter d'espoir. Oui. Vous faites quelle différence entre l'espoir et l'espérance? J'en fais une importante. Oui. Dans mon esprit, quand on dit l'espoir, c'est un état d'esprit. D'accord. Oui, je suis dans l'espoir, je suis plein d'espoir. Tandis que l'espérance, c'est une volonté. Il y a quelque chose de volontariste dans l'espérance. L'espérance, c'est aussi un choix.
Et j'aime bien citer cette phrase de Saint-Augustin. Pardonnez-moi, j'ai l'air pédant, mais et je m'étonne que nos amis cathos, même moi, mes amis cathos n'osent jamais la citer parce qu'elle déménage. Saint-Augustin a dit « L'espérance a fabriqué deux beaux enfants qui sont, un, la colère devant l'injustice du monde, et deux, le courage d'y remédier ». Alors, vous voyez à quel point c'est une définition de l'espérance active, agissante, joyeuse et engagée. Donc, tandis que l'espoir, c'est comme ça que je l'interprète. L'espoir, c'est un état d'esprit. Oui, mais reporter d'espoir, c'est quand même une association qui s'engage, qui est sur le terrain. Oui, parce qu'on ne pouvait pas dire reporter d'espérance, ça n'avait pas de sens. Mais ça voulait dire la même chose. Voilà, mais bon, on est d'accord, on n'est plus sur cette définition. Quand j'ai vu des jeunes qui sont venus me voir à la suite de ce livre, Le goût de l'avenir, c'était en 2009. J'ai reçu 2 ou 3 jeunes qui sont venus me voir en me disant « Monsieur Guilbault, voilà, on en a marre de voir les médias qui ne donnent que les mauvaises nouvelles et qui ne donnent jamais les bonnes. Et on voudrait créer une ONG qui s'appelle Reporters d'espoir pour encourager les médias à donner aussi des bonnes nouvelles en leur fournissant des pistes même. Est-ce que vous acceptez d'être notre parrain et de présider notre conseil d'orientation ? Évidemment, j'ai tout de suite dit oui. Et pendant plusieurs années, en effet, Reporters d'espoir a fait des choses superbes. Voilà, superbes. Le métier d'éditeur, qui est un métier que vous faites depuis maintenant de nombreuses années, ça vous a apporté quoi par rapport au journalisme de terrain que vous aviez pratiqué pendant aussi de très nombreuses années ? Quand j'ai voulu quitter Le Monde... Qui a été une surprise pour tout le monde. Hein. Oui. Vous avez démissionné, vous ont tous regardé avec des yeux pas surtout possibles. Jacques Fauvet qui m'a dit, quand je suis allé dans son bureau pour lui dire, cher Jacques, c'était le directeur du Monde à l'époque, je veux quitter Le Monde. Il m'a dit, Jean-Claude, ça n'existait pas. Ça n'existe pas, parce qu'il croyait que je voulais lui demander une augmentation de salaire et que c'était une ruse, quoi. Cette demande aurait été justifiée à l'époque, mais enfin, c'était pas du tout mon idée. Non, mon idée, c'était, comment vous dire, j'ai été reporter avec passion. J'ai été reporter de guerre pendant presque un quart de siècle, avec passion, mais j'avais besoin de m'arrêter, j'avais besoin de lire, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de... Vous sédentariser. De rumination. Et j'ai eu la chance formidable, en entrant aux éditions du Seuil, d'être chargé des sciences humaines. Et vous vous rendez compte, pour quelqu'un qui a envie de lire et qui a envie de se recycler, la chance inouïe et le cadeau qu'on vous fait en faisant de vous l'éditeur d'Edgar Morin, de Michel Serres, de René Girard, d'Henri Atlan, de Jean-Pierre Dupuis, de Jean-Marie Domnac. J'ai tout d'un coup eu ce privilège insensé, incroyable, de trouver tous ces grands frères, d'une certaine façon, qui m'ont aidé à repenser le monde, qui m'ont recyclé. Qui m'ont permis, si j'ose dire, comme c'est très à la mode de dire ça maintenant, de réformer mon logiciel pour essayer de mieux comprendre et d'essayer de comprendre les mutations qui nous arrivaient, les mutations gigantesques dont j'ai fait en effet pas mal de livres. Voilà, et qui ont sur les conseils d'Edgar Morin. Vous aimez beaucoup les citations et vous nous en offrez dans Je n'ai plus peur. Moi, j'en ai retenu une de Søren Kierkegaard, dans son journal. Alors, je vous la cite. Après, je vous demande de réagir dessus. Il s'agit de trouver une vérité qui soit vérité pour moi, de trouver enfin l'idée pour laquelle je veux vivre et mourir. Ça sort de son journal, août 1835. Vous avez trouvé la vérité pour laquelle vous voulez vivre et mourir, Jean-Claude Guilbault ? Je crois, avec le correctif que je ferai par rapport à cette très belle citation de Kierkegaard, quand on a trouvé sa vérité, cette vérité, il faut s'y tenir. Mais il faut en même temps être capable de penser que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est une phrase de Pierre Claverie. Oui, l'évêque d'Oran. L'évêque d'Oran. Je la connaissais. J'ai eu la chance l'an dernier de retourner à Oran. Et, il avait été assassiné, oui, Pierre Claverie. Il a été assassiné en 1996 par les islamistes. Et j'ai eu la chance, à l'évêché d'Oran, on m'a prêté pendant une semaine la chambre de Pierre Claverie. Donc j'ai dormi cette année, pendant une semaine, dans la chambre de Pierre Claverie, où rien n'avait changé, et j'en ai été bouleversé. Et cette phrase de Pierre Claverie, c'est vrai que je la trouve superbe. Il l'a redit de plusieurs manières, mais il veut dire la chose, aucun dialogue ne peut exister si je n'accepte pas l'idée que l'autre est peut-être porteur d'une vérité qui me manque. Ça veut dire que j'ai ma vérité, mais que je suis capable d'écouter celle de l'autre. Et ça, c'est fondamental.
Alors justement, cet autre qui est peut-être porteur d'une vérité qui nous manque à tous les deux, on va l'accueillir en plateau. Ah, avec joie. On va découvrir et demander à Gilles Martinez de Jean-Claude a dit sur oui, c'est gentil, c'est peut-être exagéré, mais c'est gentil. Vous n'aviez jamais fait le rapprochement avec Anne de Bretagne? Pas du tout. Maintenant, vous le ferez, vous allez... Pas du tout, et je vais m'en occuper en rentrant. De toute façon, Gilles, il fait que des choses qu'il ne sait pas. Il a découvert qu'il était sculpteur sans le savoir, donc il découvre qu'il sculpte Anne de Bretagne sans le savoir. On va découvrir ça. Juste première question. Vous avez écouté cette première partie d'émission très foisonnante avec Jean-Claude Guibaud. Est-ce qu'il y a une phrase, une pensée ou une idée de Jean-Claude qui vous a particulièrement interpellé, Gilles? Des tas de phrases. Mais bon, oui, c'est le problème avec Jean-Claude, voilà, je le sais. disons que c'est un personnage exceptionnel et avec un vécu exceptionnel. Donc, il y en a une qui a peut-être plus percuté. Oui, ce qui m'a interpellé, c'est l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui... c'est grâce à l'espérance qu'on peut continuer à vivre dans un climat des fois hostile. Et donc, moi, je prône l'espérance depuis bien longtemps, à ma façon, à mon humble façon, à travers des œuvres. J'en ai une qui s'appelle Espérance, j'en ai une qui s'appelle Espoir. J'ai vu ça. Donc, c'est important, l'espérance, c'est la source de vie. Et puis Gilles, on peut peut-être faire un aveu, puisque moi j'ai découvert tout à l'heure, en discutant avec Gilles, que nous avions quelque chose en commun, quand même, de fondamental. Quelque chose qui commence par A? Non. Qui se termine par A, j'allais dire l'Algérie, moi. Oui, bien sûr. Le père de Gilles est d'Oran. Eh oui. Ah oui. Donc Gilles est un enfant de pied noir. Alors qu'est-ce que je vous dis, Voilà. ça n'est pas rien, quoi. Tout de suite, ça relie, hein. C'est pas rien quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on a des points communs au-delà même de... Ça vous a troublé de lire le livre de Jean-Claude Guibaud, hein? Ça m'a troublé, oui, ça m'a troublé. En fait, si vous voulez, j'ai trouvé des réponses à des questions. Je me posais des questions souvent, par exemple, sur la guerre. Et j'avais l'impression, grâce à lui, j'ai pu découvrir qu'en fait, il n'y a pas de bon et de méchant. Il y a l'être humain qui peut être les deux. La barrière entre les deux, c'est un fil doré. Exactement. Et il ne faut pas grand-chose pour être le pire ou être le meilleur. C'est plus dur d'être le meilleur, mais bon, la barrière est très mince. Il faut surtout comprendre que chacun de nous est capable d'être le pire le lendemain. Absolument. Donc chacun de nous qui se croit innocent et qui a tendance à montrer l'autre comme un salopard, comme un coupable, il faut avoir le courage de dire que chacun de nous peut devenir un salopard, très vite, beaucoup plus vite qu'on le croit. Et on est aussi tous des blocs de marbre qui peuvent se révéler aussi si on accepte de se laisser... peut-être tailler, cisailler. On va montrer quelques photos de vos œuvres, qu'on voit un petit peu quel est votre univers. On va raconter votre histoire, parce que monsieur était fleuriste, qui est un très beau métier en soi. On est déjà vers le beau, on est déjà vers l'art. Et puis un jour, Gilles se promène au Louvre. On l'a tous fait, hein. C'est dingue. Mais alors moi, il m'est pas arrivé la même chose que vous. Pas du tout. Alors vous vous baladez au Louvre. Vous non plus. Non. Et d'un seul coup, vous regardez, je ne sais pas quelle est cette sculpture. Vous avez... Non, en fait, je suis rentré dans le Louvre. J'ai commencé à arpenter les allées. Et là, parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'au départ, moi, je n'ai pas une culture de l'art. Je ne sais pas dessiner. Donc, c'est le comble. Et donc, en voyant ces œuvres, j'ai eu comme un tournis. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis senti mal. Mais mal au point de dire, il faut que je sorte. Et je me suis dit, mais il me semble que je sais le faire. Et donc... une révélation. Une révélation, mais qui allait au plus profond de moi. C'était quelque chose de viscéral. Donc, je suis rentré chez moi, sur Manosque, puisque je suis de Manosque. Et à l'époque, à tel point, j'avais le sentiment de savoir sculpter, que j'ai fait un truc fou, mais complètement fou. J'ai fait un devis pour une commune d'un personnage... Une commande publique. Absolument. Voilà. Et ma mère, à l'époque, m'a dit, mais je crois que tu as pété un câble. Il répond à un devis alors qu'il n'a jamais sculpté de sa vie. Absolument. Ah, vous aviez jamais sculpté? Jamais. Non. Il répond au devis. Il répond à la commande publique. Je réponds au devis et je dis à ma mère, mais je te dis que je sais. Et elle me dit, Gilles, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous remportez le marché? Je ne remporte pas le marché, heureusement, parce que je n'avais aucune idée du temps qu'il fallait passer. Donc, si j'avais remporté le marché, j'aurais perdu beaucoup d'argent, parce que le temps, je ne connaissais pas du tout le temps. Et à ce moment-là, je me mets à sculpter. Donc, j'achète du calcaire tendre, je commence à sculpter. Les premières fois que mes proches venaient chez moi, ils me disaient, c'est pas vrai, c'est pas toi qui as fait ça. Et je leur disais, oui, c'est moi. Donc, ils voyaient l'évolution. Et une chose incroyable m'est arrivée en sculptant, parce que ce qui est fou aussi, c'est que j'ai commencé à sculpter des personnages en entier.
Wow. Donc, je démarrais à l'époque, chose que je ne fais plus aujourd'hui, par le pied gauche, et je remontais. Et j'avais l'impression d'entendre comme une voix qui me disait « tourne le bloc ». Et j'ai un cas précis. Un jour, je sculptais donc une œuvre. J'avais démarré par le pied gauche, je remontais du côté gauche. Et quand j'arrive, donc la main de l'œuvre était en avant, la main droite. Et là, il y a comme une voix qui me dit « tourne le bloc ». Et je dis « tourne le bloc ». Je tourne le bloc. Je me retrouve dans le dos du personnage. Ouais. Et je me dis, ben, je vais le faire comme ça. Et heureusement, parce qu'en fait, si vous voulez, si j'avais sculpté de face, ben, j'aurais fait une main comme ça, et l'épaule aurait été trop en extérieur. Donc ça s'est voilà. Fait comme ça, donc les jours ont passé, et un beau jour, on me disait, ben, c'est sympa ce que tu fais, et tout. Bon, les gens me disaient des gentillesses, mais étant donné que j'étais autodidacte, je me suis dit, bon... oui. Il y a un peu le syndrome de l'imposteur, quelque absolument, part. Voilà. Je ne suis même pas sûre que je fais bien. Voilà. À un moment, il faut se confronter quand même. Il faut rentrer dans le dur. Quoi. Voilà. C'est formidable ce qu'il raconte. Je trouve ça génial. Je pense que tous les autodidactes ont un problème. Ouais. J'imagine, on a un problème de dire est-ce que c'est vrai. De légitimité. Oui, absolument. Ouais. Donc on se dit, bon, et de plus, ce qui est fou, c'est que quand je sculptais ou quand je sculpte, j'ai l'impression que ce sont mes mains qui font. Ça n'a rien de mental. Je prie avant, je fais une prière et tout se réalise sous mes mains. Alors ça, j'adore. On va regarder des photos de bustes et d'autres figures. J'ai entendu une fois quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, qui est disparu il n'y a pas très longtemps, dire quelque chose comme ça. C'est le cinéaste Pierre Schandorfer qui a dit un jour, moi, j'avais jamais fait de cinéma. Et parce qu'il a été prisonnier à Dien Bien Phu, vous savez, il était photographe et tout ça. Et quand j'ai voulu trouver une situation à Paris, il s'est dit, mais moi, le cinéma, j'ai l'impression que c'est pas compliqué, que je sais faire, quoi. Et hop, il s'est lancé. C'est incroyable. Nous, ça nous fascine et totalement. Il s'est lancé comme ça, avec cette espèce de confiance en lui-même et en ce qui concerne le cinéma, de pur autodidacte. Ouais, et en plus, c'est la démarche exactement inverse l'un de l'autre. Ouais. Vous laissez vos mains faire, vous laissez des voix à vous parler qui vous disent « tourne le bloc, fais comme ci, fais comme ça ». Jean-Claude, vous êtes dans une démarche intellectuelle, une réflexion. À aucun moment, vous laisseriez vos mains écrire toutes seules, quoi. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Il y a toujours ce doute, on se dit, est-ce que tu fais ça vraiment parce que tu le choisis ou bien, vous connaissez la phrase, de Dieu, tu ne m'aurais pas trouvé si tu ne m'aurais pas cherché, si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Ouais, tout à fait. Alors, on va raconter quand même la suite de l'histoire et on continue de voir vos œuvres. Donc en fait, un beau jour, je décide, dans ma tête, je me dis, bon, si vraiment tu veux être un sculpteur, il faudra sculpter du marbre. Donc je décide de partir en Italie. Alors pourquoi du Carrare? Parce qu'il y a mille et une sortes de marbre, non? Alors, il y a plusieurs marbres, mais si vous voulez, au Louvre, le marbre, enfin en sculpture, tout ce qui est visage, il n'y a pas mieux que le Carrare. Alors pour moi, le marbre de Carrare, c'est un marbre de bâtiment, de salle de bain, Alors, 99% du marbre à Carrare est utilisé pour la construction. Vous avez donc pour les salles de bain, le carrelage, pour la construction. Et vous avez à peu près 1% qui est utilisé pour la sculpture. Et ce marbre qui est utilisé pour la sculpture, s'appelle du statuor bianco. Statuor pour les statues. Donc c'est ce que nous avons sur le plateau? C'est du statuor bianco avec toutes ces petites paillettes? Voilà, si vous voulez, c'est une pépite d'or. C'est-à-dire que des fois, on va sortir une montagne pour trouver un morceau plus gros que ça. C'est l'exceptionnel. Ça coûte un fric monstrueux, pardon de le dire comme ça, mais on est sur des tarifs, un mètre cube, 25 000 € quand même. Ouais. Voilà, ça dépend de la qualité du statuor. Ouais, 25 000 € aussi. Voilà, mais après ça dépend. Moi je dirais jamais, il m'est arrivé d'aller à Carrare acheter du marbre et on me proposait des blocs qui étaient hors de prix pour moi. J'ai jamais dit c'est trop cher, j'ai pas les moyens. C'est pas pareil. Donc, si vous voulez, ce marbre est vraiment exceptionnel. Ce qui est génial, c'est que la première fois que vous êtes allé à Carrare, vous avez rencontré un sculpteur, parce que ne trouvant pas son marbre pour sculpter, il s'est dit, je vais aller voir des sculpteurs. Il faut quand même que quelqu'un m'aide, me renseigne. J'ai pas fait tout ce trajet pour rien avec ma camionnette. Et là, vous rencontrez un sculpteur et la rencontre, elle est faramineuse. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que ce marbre, ce statuor, ils disent pas où on le trouve. Et donc, ce que j'ai fait ce jour-là, je me suis dit, je vais aller voir, ça faisait 2 jours que j'étais à Carrare, je ne trouvais pas ce marbre, j'ai dit, je vais aller voir des sculpteurs de renom pour leur demander. Ouais. Donc, j'arrive dans un atelier, alors dans les ateliers, on est couvert de poussière, et le personnage me dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, je voudrais acheter du statuor. Il me dit, pourquoi faire? Je dis, pour sculpter. Et il me dit, tu sculptes toi? Je dis, oui, je sculpte. Alors, il me dit, qu'est-ce que tu sculptes? Alors, je lui montre ce que je fais. Alors, il regarde et il me dit, c'est toi qui as fait ça? Je lui dis, oui.
Alors il m'a pris par le cou, il m'a dit, alors ici c'est ta maison. Ah. Alors je lui ai dit, mais je ne sais pas, j'ai jamais appris à sculpter. Il m'a dit, ben, tu sculptes, c'est un don. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est que je considère qu'un don, c'est quelque chose qu'on vous a donné. Donc c'est quelque chose dont vous n'avez pas, on n'a pas le droit de s'en valoriser. Par contre, il faut le rendre quelque Absolument. part. Ah, c'est magnifique. Absolument. On peut voir vos outils, là, passez voir vos outils à Jean-Claude, là, voir comment il se sent avec ce truc, c'est quoi ça, ce marteau? Alors ça, c'est un marteau de sculpteur, une massette de sculpteur, qui a une forme particulière. Et là, vous avez donc un burin. Et pourquoi il est rond comme ça? Alors, il est a rond. une raison? Il a cette forme conique pour une raison, c'est qu'en fait, quand vous tapez, vous êtes toujours sur le bon angle. Alors que s'il était rectangulaire, on tape à faux. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a cette forme. Parce que les outils de l'écrivain, on les voit très bien, hein, alors que les outils Voilà. du sculpteur, on est déjà Voilà, plus donc, et après, il y a ignorant. tout ce qui est lime. C'est des limes qui sont au diamant et qui ont, dans le temps, à l'époque de Michel-Ange, ça n'existait pas. Donc, on a plus de facilité maintenant que ce qu'on avait à Parce l'époque. qu'un marbre, alors moi j'ai appris ça en préparant l'émission avec vous, c'est comme un être humain. Si on l'attaque au marteau-piqueur, il se fendit. Hein. Absolument. Moi, si vous voulez, je fais une parenthèse et ça revient sur l'espérance et sur l'espoir. Pendant quelques années, pendant 4 ans, je me suis occupé de personnes qui avaient des troubles psychiatriques et qui étaient schizophrènes. Et donc, j'organisais des stages de sculpture, à la fois pour transmettre ce qu'on m'avait donné. Pour moi, c'est Dieu qui m'a donné ce don. Et à la fois, quand on parle de fracture, le terme exact de la schizophrénie, c'est fracture du cerveau. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à sculpter, le marbre, je sculptais avec des outils qui étaient violents, parce que j'ai dit, je vais le dompter. Et je me suis aperçu à la fois que le marbre, il se crée des micro-fissures à l'infini, comme un être humain qui a été maltraité. Ah, c'est magnifique. Et à la fin, vous arrivez à la fin de l'œuvre, l'oreille tombe parce qu'elle est fissurée, vous avez le nez qui tombe. Plus le matériau est dur, plus il faut être fin avec les outils. Voilà. C'est-à-dire, il faut travailler avec délicatesse. C'est finalement cet éloge de la faiblesse vous rejoint. Hein, oui, et puis il faut s'abandonner à son... Quand on est autodidacte, il faut s'abandonner à ce qu'on a envie de faire, quoi. Moi, il y a un jour, c'était bien avant que je fasse ce livre, Comment je suis redevenu chrétien, ouais. Je faisais mes gros livres et je ne savais pas très bien où j'en étais avec le christianisme. Enfin, je faisais des gros livres. Et puis un jour, j'étais invité à l'abbaye d'Ancalca, chez les bénédictins, au sud de Toulouse, avec Régis Debray, qui est un copain, pour faire un débat avec les moines. C'était une idée d'un des moines de là-bas, très bien. Et le soir, au réfectoire, j'étais assis à côté d'un jeune moine, un des plus jeunes de la bande, là-bas, ils sont une 60aine. Il m'a d'abord dit qu'on lisait tous mes livres au réfectoire depuis plusieurs années, donc j'étais très flatté. Puis il m'a dit cette phrase qui m'a bouleversé. Il m'a dit, à l'oreille, il m'a dit, Monsieur Guibaud, je vais vous dire quelque chose, vous parlez notre langue sans accent. Ça veut dire, vous parlez chrétien sans accent. Tout d'un coup, j'ai rougi. Et j'ai dit, vous savez, ça me bouleverse parce que c'est involontaire, tant mieux. Enfin, ça m'a ébranlé profondément. Ça voulait dire quelque chose. Vous êtes des nôtres. Voilà, ça voulait dire, c'était un signal fort, quoi. Dit avec humour, avec un grand sourire, mais quand même, waouh. Et venant d'un jeune moine, en plus. C'est beau. Ouais. Oui. Vous avez des rencontres comme ça qui vous ont, vous aussi, permis d'entamer, parce qu'on sent qu'il y a un virage derrière cette rencontre, d'entamer comme ça des virages, puis encore un virage, qui vous ont permis de progresser dans la foi, peut-être, ou dans... Par rapport à la foi, vous parlez? Par rapport à la foi, parce que dans votre art, on a entendu parler de ce sculpteur italien, mais peut-être par rapport à la foi, oui. La foi, si vous voulez, en fait, ce que j'ai compris, c'est que déjà, pour créer, il faut faire confiance. Ouais. Il faut faire confiance. Quand je parlais de laisser aller les mains, je prends souvent l'exemple de l'intelligence de la main. Mais l'intelligence de la main, c'est quoi? C'est divin. Donc à partir de là, du moment qu'on fait confiance, parce qu'au départ, quand je sculptais, je démarrais par une main droite, je remontais de l'atelier, je me disais comment je vais faire la main gauche demain, puisque je n'avais pas de base. Donc je me disais fais confiance.
Et en faisant confiance, les choses ont évolué petit à petit. J'aimerais qu'on regarde ensemble des images où on parle d'un bloc de marbre et à la fin on se retrouve avec Voltaire. C'est assez parlant, il paraît que, on va lancer ça, il paraît que quand on a le bloc de marbre, c'est au sculpteur de révéler que l'œuvre est déjà contenue. Il y a cette idée-là que l'œuvre est déjà contenue dans le bloc de marbre. Alors regardez, voilà. Donc on a ce bloc de marbre qui ne ressemble à rien. Voltaire commence à se dessiner, on connaît déjà bien Voltaire, hein, Jean-Claude. Absolument, oui. Et là, on se dit, mon Dieu, mais il y a du travail. Vous saviez qu'il y avait Voltaire dans ce marbre? Ben, disons qu'en fait, oui, ce que je fais, c'est que ça vous semblait surprenant, mais moi, je le fais qu'enlever ce qu'il y a autour. Le surplus. Voilà, donc en vous fait, détourez. Absolument. Donc l'œuvre, je la vois vivante à l'intérieur et j'enlève la croûte qui est autour. Oui, mais il faut la voir vivante avec précision. Ben, en fait, c'est ça, c'est que bon, il faut voir en 3D. Surtout après, quand on ne sait pas dessiner. Voilà. Alors, autre exemple, continuez de parler, le lévrier Greyhound, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Continuez de parler. Alors, le lévrier, bon, c'est un peu particulier. Donc, les clients qui m'avaient commandé cette œuvre sont des gens qui, à la fois, avaient des chiens, il n'y avait que des chiens qui étaient champions, puisqu'ils font partie ils sont à la fois juges internationaux et en plus, ils ont des chiens à eux et ils leur font faire des concours. Donc, ils voulaient un chien qui n'existe pas. Donc, au départ, c'était compliqué pour moi parce que je ne connaissais pas la race. Donc, il a fallu que j'aille sur les champs de course pendant des jours et des jours pour essayer de prendre des photos. Et donc, je leur ai réalisé en argile l'œuvre. Et quand l'œuvre a été réalisée en argile, je leur ai présenté, je l'ai sculpté en marbre. Donc, ça a été exceptionnel parce que... C'est magnifique. J'avais déjà jamais réalisé d'animaux. Et souvent dans mon métier, soit on est animalier, soit on fait les visages. Donc je me suis lancé dans cette aventure qui au départ me semblait un peu impossible. Et on a eu la chance de présenter cette œuvre pour une exposition nationale. Et vous avez remporté le prix. Ben, en 2012, l'œuvre a reçu le prix au niveau Europe, c'est-à-dire elle a représenté... Vous n'êtes plus un imposteur, la légitimité est arrivée, non? Quand on remporte le prix Albert Londres, on se dit, je crois que je suis journaliste là, enfin, non? Oui, il n'y a pas quelque chose comme ça? Oui, sauf qu'on doute de soi en permanence, il faut. Ouais. À chaque reportage, c'est comme si on rejouait, quoi. C'est comme si... On ne fait que des prototypes dans ce métier, donc il y a pas... On ne recopie pas, on est un petit peu rassuré sur soi-même, mais on a la trouille. Moi, j'ai toujours eu la trouille, pas tellement des balles perdues, mais d'échouer, de rater le truc. Et vous avez, on en regarde un dernier, c'est une main justement, comment elle s'appelle? La main de l'espoir? Ouais. La main de l'espoir, on parlait de l'espoir et de l'espérance, ça a dû vous intéresser évidemment ce discours-là aussi de Jean-Claude sur l'espoir et l'espérance. Vous, à chaque nouvelle sculpture, vous dites mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Absolument. Là, regardez ces blocs, je peux vous garantir qu'au départ, quand j'ai reçu les blocs à l'atelier, j'ai tourné pendant 15 jours autour en me disant par où je vais attaquer. Et un matin, je me suis levé, j'ai dit, je sais par où j'attaque. Vous faites pareil, vous tournez 15 jours autour de votre bureau avant de vous dire par où j'attaque mon livre ou pas? Ça m'arrive de... Oui, je tourne pas, mais je m'invente des prétextes pour ne pas m'y mettre. Ah, la procrastination, voilà, Jean-Claude. je fais... il faut que je range telle chose. Quand je fais des grands rangements chez moi, c'est en général parce que c'est pas encore tout à fait mûr. D'accord. Et quand ça l'est, je m'y mets. Voilà, très bien. Ça marche aussi avec leur passage, je vous le dis. Hein. Ranger les papiers ou leur passage. J'aimerais chacun que vous vous livriez à un exercice qui n'est pas toujours très facile, mais que chacun pose une question à l'autre. Je vais peut-être commencer avec vous, Gilles Martinez. Je sais que la personnalité de Jean-Claude fait plus que vous intéresser, elle vous donne des réponses. Son livre vous a beaucoup interpellé. Quelle question vous auriez pour Jean-Claude Guilbeault? La question que j'aurais à lui poser, c'est si demain, il fallait recommencer votre parcours de vie, est-ce que vous démarrez, est-ce que vous recommenceriez ce que vous avez entrepris ou vous changeriez de... Deux, trois petites choses. Voilà. Non, parce que je crois que je recommencerai la même chose. En revanche, j'essaierai d'être plus attentif aux autres. Parce que je le dis d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, j'ai fait un chapitre où j'essaie de m'interroger qu'est-ce que j'ai raté. J'essaie de parler de mes échecs. J'en ai eu beaucoup, mais les échecs qui, avec le recul, me paraissent les plus graves, c'est quand j'ai été inattentif aux autres. Vous savez, les gens qu'on oublie, les gens, les amis dont on ne voit pas le signe, qui vous font comme ça, voire même des appels au secours, et qu'on s'en aperçoit trop tard, quoi. Quand on est inattentif aux autres et absent,
et replié sur soi-même, là c'est un vrai échec. Alors cela, j'essaierai d'en faire un peu moins. Ouais. Et l'échec personnel, vraiment, en dehors de ce que vous venez de dire, ça a été quoi votre échec le plus difficile? J'en ai eu plein d'échecs. Il n'y en a pas un dont vous avez mis plus de temps à vous relever que d'autres? Non, franchement, non, j'ai rien de précis qui me vient comme ça à l'esprit, non. Il y a eu un moment donné, pendant ma vie, j'avais le sentiment le fait d'avoir renoncé à l'agrégation de droit, c'était un échec. Et en fait, maintenant, je me dis heureusement que j'ai renoncé, parce que je serais prof de droit très bien. Et je crois que j'avais été influencé par mon père, parce que mon père était encore vivant. Et mon père voyait déjà son fils en professeur de droit, avec une toge, etc. C'est valorisant tout cela. Et quand je lui ai dit que je laissais tomber la grecque pour devenir journaliste, c'était pour lui une catastrophe. Il m'a dit, tu veux être journaleux? Pour lui, c'était un métier qui n'avait aucune signification, etc. Et donc, j'ai mis assez longtemps à le reconvaincre, notamment en étant correspondant de guerre, comme lui était militaire. Là petit à petit, le lien s'est fait. Quand il a commencé à pouvoir m'interroger sur l'artillerie américaine au Vietnam et ça, là, tout d'un coup, j'étais entré dans son domaine et il a commencé à trouver que le journalisme pouvait être un peu sérieux à condition qu'on le fasse sérieusement. Mais ça a été dur. Et comment vous dire, longtemps, c'est vrai que j'ai eu un peu un regret d'avoir laissé tomber, quoi. C'est l'université, quoi. Après tout, j'ai passé 6 ans, il m'en restait 3 à faire. Bah, vous avez le temps, là. Non. Et maintenant, non, franchement, maintenant, j'en aurais plus envie du tout. Une question de Jean-Claude Guilbault, maintenant, pour notre sculpteur Gilles Martinez. Quel a été, est-ce que dans votre choix de passer des fleurs au marbre, pour dire les choses, est-ce qu'il y a eu simplement cette visite au Louvre? Ou est-ce qu'il y a des choses qui annonçaient, il y avait quand même, est-ce qu'il y avait un terrain favorable? C'est un virage tellement stupéfiant, j'arrive pas à croire que c'est simplement en visitant le musée du Louvre que, hop, ça a germé comme ça. Il devait y avoir des signes annonciateurs dans votre vie, non? Non, non, pas du tout, pas du tout. J'étais pas, je vous dis, j'étais pas vraiment branché dans l'art. C'est vraiment cette rencontre au Louvre avec les sculptures. C'est vrai que c'est dur à croire, je comprends la question. Pardonnez-moi, est-ce que ça a quelque chose, en tout bien, tout honneur, est-ce que ça a quelque chose de sensuel, de l'envie de sculpter, l'envie de passer sa main, la sculpture invite le sens du toucher, quoi. Absolument. Donc ça compte, ça, j'imagine. Absolument. Disons qu'en fait, quand on sculpte, si vous voulez, ça dépend de ce qu'on sculpte, mais si je sculpte une femme, je vais penser à la beauté féminine, je vais penser à la beauté intérieure féminine, je vais penser à... Vous avez sculpté Marie-Madeleine, par exemple, vous avez pensé à quoi? J'ai pensé à une femme qui devait être, je pense, très très belle, donc j'ai pensé à elle. J'ai pensé à une femme, dans les représentations, qui a beaucoup de cheveux. J'ai pensé à une femme avec un regard un peu coquin, qui serait... en fait, dans cette œuvre, elle regarde les gens, puisque les gens ont pris devant maintenant, et elle les regarde comme si elle les sondait un petit peu. Alors que Saint-François d'Assise, quand vous l'avez sculpté, c'était quoi l'idée? Saint-François d'Assise, c'était différent parce que ça fait déjà partie de mes premières œuvres. Il faut savoir un truc, c'est quand j'ai sculpté Saint-François d'Assise et que j'ai vu ce visage qui sortait du marbre, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que le grand regret de ma vie, en tant qu'homme, c'est de ne pas avoir pu enfanter. Et c'est vrai que quand on sculpte, quelque part, on enfante. Ah, il y a quelque chose de plus que le Louvre, quand même. Voilà. Ça y est, Jean-Claude tient sa réponse. Voilà le secret. Voilà ce qui est au cœur du secret. J'y avais pas pensé. Mais donc, ça a été une... Non, mais vous l'avez dit. Voilà, c'est... C'est un accoucheur. C'est super, on a une passion commune, Jean-Claude Guilbault, vous et moi, c'est la petite chef de Monsieur Seguin. Oui. Cette petite biquette qui va se battre contre le loup, dont le combat est perdu d'avance et qui se dit pourvu que je tienne jusqu'au matin. Je voudrais qu'on termine l'émission là-dessus. Vous aimez cette formule et vous dites dans votre livre, vers la fin, pourvu que je reste vivant jusqu'au bout. Ça vous va bien à tous les deux? J'ai fait un dernier chapitre sur la mort. Après tout, j'ai 70 ans, ça commence à, on commence à décliner, tout ça. Et j'ai voulu faire un chapitre assez joyeux, parce que c'est vrai, quand j'y pense, à ce rendez-vous qui s'approche. Je ne dis pas que ce sera demain, j'espère que ce sera le plus tard possible. Et c'est vrai qu'instantanément, j'ai pensé à la chef de M. Seguin,
D'abord parce que ma mère nous la lisait en général une fois par an, avec les 3 messes basses dans les contes de mon moulin. Et j'aime beaucoup cette idée que la petite chèvre, elle se bat, elle se bat, elle se bat, dans la joie, dans l'odeur des fleurs, dans l'odeur des plantes, de la montagne, etc. Qu'elle sait qu'au matin, le jour va se lever, elle sera sans doute dévorée par le loup. Et elle se dit, j'espère que je serai vivante jusqu'au bout. Et moi, j'espère simplement que je serai vivant jusqu'à ma mort. Et vivant au sens fort du terme, c'est-à-dire vivant, gourmand, joyeux, content d'être, paisible, généreux, ouvert aux autres, pas recroquevillé, quoi. J'aimerais vivre jusqu'au bout sans le recroquevillement. Fabuleux, ouais. Et vous vivez ça comment? Un petit peu comme vous aussi, ce côté épicurien et vivre jusqu'au bout. Moi, je crois que la vie a plein dedans. Il me semble que je n'aurai pas assez de cette vie pour accomplir tout ce que j'ai envie d'accomplir. Quelle est la grande œuvre que vous voudriez, je vous pose la question à tous les deux, écrire ou sculpter avant la fin? Il y a une œuvre que j'aimerais, que je sculpterai un jour. Que vous portez en vous. Que je porte en moi. Mais à ma façon, je voudrais sculpter la Pietà. Ah oui. Voilà. Mais en sculptant, on se sculpte aussi. Absolument, absolument. Disons qu'en fait, c'est une façon d'enlever le trop-plein. Jean-Claude, même question. Quelle est l'œuvre qu'il vous faudra avoir écrite avant de partir? Je suis attelé à ça. Je ne sais pas si j'y arriverai. Oui, je suis attelé d'un énorme bouquin. Je veux aller jusqu'au bout de cette chose qui me tourmente depuis le début, et on en a parlé un tout petit peu, c'est le fait qu'on soit capable de pactiser avec la violence. Et que dans la guerre, on soit capable d'y succomber. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cela. Donc je fais un grand livre sur la violence, une enquête. Ça va s'appeler, je pense, Voyage au bout de la guerre, oui, pour essayer de comprendre ce qui se joue là. Et j'aurais en tête toujours mon amitié avec René Girard. La violence, c'est au centre de sa vie et de son œuvre. Je suis allé le voir en janvier dernier. C'est un vieux monsieur maintenant qui a eu un AVC, donc on n'est jamais sûr qu'il vous reconnaît. Il a oublié qu'il avait écrit des livres. Donc j'ai eu un contact très fort là en janvier et je voudrais... C'est un livre qui lui sera dédié. Mais j'en ai pour du moment. Voilà. Bah écoutez, on va vous devancer un peu. Nous, on va lui dédier cette émission qui était empreinte à la fois d'énergie, ça c'est sûr, et de sérénité avec 2 personnes bien vivantes en face de moi. Je suis très heureux de cette rencontre. Merci. Il y a vraiment quelque chose qui est passé entre vous deux, vraiment. Merci infiniment, Gilles Martinez. Je vous souhaite un bon retour à Manosque. Il a un site internet, évidemment. N'hésitez pas à lui passer commande, tiens, que vous soyez une paroisse ou un particulier. Voilà, il sait absolument tout faire. Jean-Claude Guibaud, on ne va pas vous passer commande pour un livre, on les attend avec impatience. Je rappelle, Je n'ai plus peur, chez l'Iconoclaste, Jean-Claude Guibaud. C'est une lecture, c'est ce que je disais à Jean-Claude. Tout ce qui est corné en haut, c'est ce que je corne pour l'émission, et tout ce qui est corné en bas, et il y en a quelques-uns aussi, c'est corné pour moi, pour tout ce que ça m'a apporté. Donc je vous remercie infiniment. Merci, au revoir.